L'Afrique est-elle maudite? Sinon, comment expliquer que le continent ayant le plus de richesses au monde soit en même temps le plus pauvre du monde? Dangote a voulu s'attaquer à cette incongruité. Et c'est ça en réalité qui lui pose tous les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui au Nigeria. Dans cette vidéo, je vais vous partager une vérité crue qui va faire mal, mais qui doit être entendue de tous. Je vous invite donc à partager cette vidéo à tous les Africains que vous connaissez, où qu'ils soient dans le monde entier. Parce qu'on va se parler aujourd'hui de la malédiction des matières premières sur le continent africain et comment, parce que Dangote a osé s'attaquer à cela, la mafia veut lui régler son compte. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui voulaient, comme moi, lancer des business pertinents en Afrique, je vous invite bien évidemment à venir participer à Back to Africa, l'événement que j'organise au Palais des Congrès les 28 et 29 à Paris, avec pour but de vous expliquer comment vous pouvez lancer des business sereinement, comment reconnaître, identifier les pièges, mais aussi les éviter, et bien évidemment derrière, vous mettre en relation avec les fournisseurs qui vont bien pour vous permettre de réaliser ce que vous voulez faire sur le continent. Bref, c'est l'événement à ne absolument pas manquer. Réservez votre place maintenant pendant que vous avez encore une promotion là-dessus, mais qui ne va pas durer très longtemps. Je pense que la promotion s'arrête demain. Donc, entre aujourd'hui et demain, prenez vos places. Je voudrais à présent que l'on puisse parler du problème que rencontre Dangote au Nigeria. Si vous n'êtes pas au courant, Dangote a construit une méga raffinerie au Nigeria avec pour but de raffiner le pétrole qui sort de son pays. Il faut savoir que le Nigeria, c'est un très gros producteur de pétrole au monde. Mais qu'est-ce qui explique donc que le Nigeria soit encore un pays pauvre, il faut le dire, alors que d'autres pays dans le monde, notamment les pays des Émirats Arabes Unis, qui eux ont du pétrole, sont très riches? Certes, il y a une différence de population, mais tout ne s'explique pas simplement par cela. La grande différence entre les Émirats Arabes Unis et les pays africains, c'est la stratégie que ces deux pays ont adoptée. Les pays africains sont pauvres aujourd'hui parce que ce sont des pays qui sont restés dans une économie des matières premières. Retenez bien ce mot, économie des matières premières. Les pays africains pensent que pour s'enrichir, ils doivent vendre leurs matières premières. Et c'est donc là que le problème arrive. Parce qu'en réalité, tant que vous vendez des matières premières dans le monde entier, vous ne vous enrichirez jamais. Je vous mets au défi de me citer un seul pays au monde, un seul, qui est devenu riche en s'appuyant sur la vente des matières premières. Il n'y en a aucun. Tous les pays qui se sont enrichis dans le monde se sont industrialisés. Je parle bien évidemment des grands pays. Si vous prenez des pays comme la Suisse, on sait quel est le rôle que la finance a joué pour l'émergence d'un tel pays. Mais le reste des autres pays dans le monde se sont industrialisés. C'est quoi l'industrie? De manière basique, l'industrie, c'est la transformation d'une matière première en un produit semi-fini ou alors fini, utilisable directement par le consommateur final. Les Africains, vous allez voir qu'on continue d'entretenir cette rhétorique, se gargarisent d'avoir des matières premières. Et d'ailleurs, ils passent leur temps à reprocher à la France et à tout le monde de dire « vous venez chez nous piller nos matières premières ». Sous-entendu qu'il faut acheter nos matières premières au meilleur prix. Mais les amis, tant que vous restez dans le logiciel, pensant que le problème de l'Afrique, c'est le fait que les matières premières ne sont pas vendues au juste prix, vous entretenez la malédiction des matières premières en Afrique. Les matières premières sont une malédiction pour nous, dans le sens où, malheureusement, elles nous ont cloués au stade de vendeurs de matières premières. Nos pays n'ont jamais franchi le gap pour passer de producteurs de matières premières à transformateurs de ces matières premières. Et c'est là que Dangote donc apparaît comme un messie en Afrique. Parce que Dangote, au départ, il faut le rappeler, c'était un commerçant, comme la plupart des entrepreneurs africains. Qu'est-ce que c'est qu'un commerçant? C'est quelqu'un qui achète un produit à un endroit A et le revend à un endroit B. Écoutez bien ce que j'explique là maintenant. Vous pouvez le vérifier dans la plupart de nos pays africains. Qui sont les gens qui sont très riches dans nos pays? Très souvent, ce sont des commerçants. Ce sont des gens qui font quoi? Qui achètent du riz en Inde, en Thaïlande et qui viennent le revendre en Afrique. Ce sont des gens qui achètent du poulet au Brésil, et on reviendra sur l'exemple du poulet, et qui viennent le vendre en Afrique. Ce sont des gens qui achètent en Chine, je ne sais pas trop, des voitures ou d'autres consommables et viennent les vendre en Afrique. Et donc, de fait, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que les économies africaines sont en réalité des économies artificielles. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui s'enrichit dans ce deal? L'importateur. Le pays ne s'enrichit pas du tout. C'est l'importateur qui s'enrichit. Et comment il s'enrichit? Simplement, il va chez les producteurs, il achète, il revient dans son pays, il augmente le prix
et il revend. Et il se fait sa marge. Point barre. Qui gagne de l'argent? La douane, l'importateur et, bien évidemment, le producteur chez qui on a acheté la matière première à l'étranger. Voilà le circuit dans lequel nos pays sont englués depuis des années. Regardez les montants d'importation dans nos pays. Vous allez vous rendre compte que année après année, ces montants ne font qu'exploser. Donc nos pays ne font qu'acheter de plus en plus à l'étranger. Mais c'est un système qui a été conçu et pensé depuis la base de nos indépendances. Au moment où nos pays ont été indépendants, les anciennes puissances colonisatrices se sont assurées, notamment dans les pays francophones, que nos pays seraient des pays de consommation. Consommation. Dans consommation, il y a con au début. Et comment ça fonctionne? Au moment des indépendances, vous allez vous rendre compte que nos pays étaient essentiellement des relais de consommation des produits qui venaient d'ailleurs. À l'intérieur de nos pays, seules des multinationales étrangères, françaises notamment, ont pu s'implanter. Voilà pourquoi vous avez des cimenteries dans nos pays depuis les années d'indépendance et vous avez les brasseries. Il fallait qu'on boive. Et donc, ceci a établi la base et a biaisé le système, de telle sorte que dans nos pays africains, les premières personnes, parce qu'il faut le dire, au moment des indépendances, les Africains n'avaient pas assez de moyens pour lancer des industries. Donc forcément, qui a pu s'enrichir? Eh bien, les anciennes puissances coloniales, au travers des entreprises qui sont venues et ont implanté des usines. Mais ces usines-là, on sait comment elles fonctionnent. Elles ponctionnent l'argent sur place et elles renvoient les bénéfices à Paris. Bolloré en est un exemple, mais il n'est pas le seul. Lafarge, Castel, tous ces grands groupes français qui ont des entreprises à foison dans nos pays aujourd'hui, Société Générale et autres, renvoient leurs bénéfices à Paris. Donc nos pays sont des lieux de consommation. Quand les Africains ont commencé à donc ouvrir les yeux pour comprendre comment ça devait fonctionner au niveau de l'économie, ils n'avaient pas de choix. Ils ne pouvaient pas se permettre de compétir avec des industriels occidentaux. Ils n'avaient que la solution du commerce. Voilà comment l'Afrique a commencé à avoir de grands commerçants. Dans un premier temps, ils prenaient des produits à l'arrière-pays, notamment des produits d'élevage, d'agriculture, qu'ils ramenaient en ville pour les commercialiser. Ils se sont constitués un capital. Et avec ce capital, ils ont commencé à aller chercher de plus en plus de produits à l'extérieur du pays. Ils ont vu que les Africains aussi maintenant veulent avoir des télévisions, ils veulent avoir des chaussures, ils veulent avoir des voitures. Et donc, qu'est-ce que les Africains ont fait? Ils sont devenus des importateurs. Donc maintenant, ils vont acheter des voitures à Dubaï, acheter des voitures en Chine, acheter des voitures en France, en Belgique, aux États-Unis, et ils les ramènent au pays et ils les revendent avec leur marge. Ensuite, ils sont allés un peu plus loin, des téléviseurs, des téléphones, et ce business continue jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que malheureusement, nos pays sont restés des pays de consommation. Donc, même les importateurs locaux sont devenus des gens qui ont pris goût. Ils se sont enrichis, ils se sont gavés et sont restés donc de gros importateurs. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand on fait une construction dans nos pays, l'essentiel des éléments qu'il y a dans les constructions viennent de l'étranger. Même quand on voit un bel immeuble, beaucoup de choses dans l'immeuble viennent de l'étranger. L'Afrique est donc une zone de consommation. Et voilà là où Dangote intervient donc. Parce que Dangote comprend que le véritable enrichissement et la véritable liberté vient de la transformation des matières premières. Et il décide donc, lui qui à la base, il faut le rappeler, Dangote au départ n'était pas un industriel, c'était un importateur. Parce que les gens qui aiment souvent dire, oh mais Dangote, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de mindset. Au cours d'une visite au Brésil de mémoire, il a vu l'industrialisation du Brésil et il s'est dit, mais je vais arrêter de vendre du riz. Parce qu'au début, Dangote vendait du riz, vendait du sucre, vendait toutes ces commodités-là. Et il a dit, mais je vais commencer à les produire sur place. Et voilà comment Dangote a cessé d'acheter du sucre pour devenir quelqu'un qui produit du sucre directement au Nigeria. Il a lancé ses usines. Et voilà comment Dangote est passé du commerçant Dangote à l'industriel Dangote. Et le shift a été fait. La suite, c'est l'histoire. Il a été dans le domaine du ciment et il a fait un ravage énorme. Il a créé sa cimenterie parce qu'avant, les Nigériens n'étaient pas dans ce business. Il a créé sa cimenterie dont on connaît aujourd'hui la success story qui est implantée dans plusieurs pays africains. Pourquoi? Parce qu'il a voulu résoudre le problème de la malédiction des matières premières à la base. Et c'est ce même problème qu'il rencontre aujourd'hui au Nigeria. Pourquoi? Parce que le Nigeria, qui est artificiellement la première économie africaine, c'est une économie artificielle. Plus de 80% du PIB du Nigeria provient d'où? Du pétrole. D'ailleurs, Dangote a dit que la malédiction du Nigeria, c'est que le Nigeria avait rencontré sur sa route un jour le pétrole. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le Nigeria a oublié qu'il devait travailler à développer le pays, à diversifier l'économie, et ils ont tout misé sur la paresse du pétrole. Pourquoi je parle de la paresse? Parce que le Nigeria n'a pas mérité d'avoir le pétrole sous son sol ou dans ses eaux territoriales.
C'est une grâce divine. Et plutôt que de travailler donc pour faire comme le Qatar et tous les autres pays qui se sont enrichis avec cette matière première, nos pays ont décidé de vendre la matière première. Or, quand nos amis du Qatar et tous ces pays-là ont découvert chez eux des gisements de pétrole, ils ont procédé différemment. Ils ont nationalisé les puits, ils ont nationalisé la production et ils ont imposé aux Américains un partage drastique dans lequel ils ont dit « Nous sommes propriétaires du pétrole. Nous sommes propriétaires des industries de raffinerie. Vous les fabriquez et on partage l'argent. Et vous fabriquez ça ici chez nous. » Au début, les États-Unis ont voulu faire un peu de bruit. Non, on n'est pas d'accord, on va refuser. Non, ok, d'accord, si vous voulez laisser tomber, vous n'êtes pas les seuls. Les Américains se sont rabitionnistes là-dessus. Ils ont dit non, vous savez quoi, on va faire deal avec vous. On va prendre les conditions que vous proposez. Et donc, finalement, les Américains ont accepté. Comme quoi, à la fin de la journée, si vous aviez des gens qui étaient patriotes au moment des négociations, des gens qui pouvaient prendre des décisions difficiles pour les pays africains, nous aurions eu les mêmes conditions. Mais comme on s'était assuré qu'on allait mettre des pantins à la tête des États africains, des gens qui allaient signer des choses qui allaient être contraires aux intérêts de leur peuple, ces derniers ont pris des solutions dans lesquelles les pays africains faisaient des deals stupides, des deals incroyables. Des pays africains se sont retrouvés avec des deals, des contrats léonins, qui ne profitent qu'à une partie. Voilà comment des pays africains ont signé des deals dans lesquels Lafarge, par exemple, devait faire du ciment dans nos pays pendant 50 ans. Tu imagines le monopole? Tu as 50 ans de monopole dans un pays où tu es le seul qui produit le ciment. 50 ans. Tu fais la pluie et le beau temps. Tu fixes les prix comme tu veux. Incroyable. Bref, dans le pétrole aujourd'hui au Nigeria, le problème de Dangote intervient parce que Dangote a décidé de s'attaquer à ce problème-là. Il faut préciser que Dangote n'est pas le premier à faire une raffinerie au Nigeria. L'État du Nigeria lui-même a construit 4 raffineries. 4. Vous savez ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de ces raffineries ne marche. Donc, qu'est-ce qui marche? Les importations. Les importateurs continuent donc de manière royale au Nigeria de faire venir le pétrole. Mais quel est le deal? Et c'est ça qui est absurde. C'est que le Nigeria a le pétrole à l'intérieur du pays. On extrait le pétrole. Une fois que le Nigeria extrait le pétrole, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. Une fois que le pétrole est extrait, plutôt que d'être raffiné sur place, puisqu'il n'y a pas de raffinerie qui fonctionne, on envoie ça à l'étranger pour être raffiné à l'étranger. Donc les gens achètent le pétrole brut du Nigeria et ils vont y le raffiner. Et qu'est-ce qui se passe après? Le Nigeria rachète du pétrole. Qui l'achète? Des importateurs. Du pétrole de très mauvaise qualité. Donc, qui s'enrichit par le business du pétrole au Nigeria? Les importateurs. Ce sont eux qui s'enrichissent. Et vous vous doutez bien qu'avec les années, ils sont devenus très riches, très puissants. Et ces gens-là, donc, ne veulent pas entendre parler d'une histoire, d'une raffinerie sur place. Parce que la raffinerie de Dangote va mettre un terme à leur business. Et donc, ces gens-là sont prêts à tout pour combattre Dangote. Pourquoi? Parce que Dangote veut s'attaquer aux problèmes de fond. Il veut qu'on sorte de cette dépendance des matières premières vis-à-vis du reste du monde. Et ces importateurs n'en veulent pas du tout. Je vais vous donner un exemple que vous comprenez bien le mal que nous font certains importateurs. Prenons le domaine du poulet, pour que vous compreniez bien ce que Dangote est en train de faire. Quand on prend le domaine du poulet, ok? Dans le domaine du poulet, beaucoup de pays africains continuent d'importer du poulet. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas acheter du poulet à l'étranger, que tu vas l'acheter en Chine, au Brésil, des pays qui ont une production vraiment très importante, le poulet n'a pas le même prix. Il y a le poulet pour, je dis n'importe quoi, hein, 5 €, 3 €, 2 €, 50 centimes, 30 centimes. Tout ça, c'est du poulet. Mais si tu veux du poulet de 5 €, c'est du poulet bio. Si tu veux du poulet de 50 centimes, c'est un poulet qui a été bourré d'OGM, qui ne ressemble à rien du tout, que personne ne peut consommer, qu'on a même du mal à donner aux animaux. Et qu'est-ce qu'on fait donc quand tu es importateur? Tu réfléchis, tu te dis, si je prends le poulet de 5 €, les gars ne pourront pas le payer au pays. Le poulet de 3 €, ça va être compliqué. Donnez-moi le poulet de 50 centimes. Pourquoi? Parce que c'est celui-là lequel je vais avoir les plus grandes marges. Donc on prend le poulet de 50 centimes, un poulet que personne ne veut manger là-bas. Même les Chinois disent, on ne veut pas de ce poulet. On prend donc ça, on vient de déposer ça en Afrique. Comme nos ports sont des passoires, où on n'a pas véritablement de contrôle, on laisse entrer dans les pays des marchandises de très mauvaise qualité. D'ailleurs, il y a des études qui ont été démontrées, notamment au Bénin, que ces poulets-là étaient cancérigènes. Donc, on se retrouve donc avec un afflux sur le marché de poulets cancérigènes, mais qui bénéficie à qui? À l'importateur, parce qu'il augmente ses marges. Le poulet qu'il a acheté à 50 centimes, quand il vient sur place, il le vend à 2 €. 1,50 € de marge brute. Waouh!
1,50 € de marge brute. Et il vend des dizaines de milliers de poulets par mois. Du coup, cet importateur, s'il aimait réellement son pays, on peut se dire que bon, déjà il achèterait un poulet de meilleure qualité, donc il diminuerait ses marges, mais surtout, il commencerait la production locale de poulet, comme Dangote l'a fait. Il est passé d'importateur de sucre à producteur de sucre localement. Non, que nenni, nos importateurs ne veulent pas ça, ils ne veulent pas entendre ça. Donc du coup, ils ne deviennent pas des producteurs et ils combattent les producteurs en faisant quoi? En baissant les prix. Quelqu'un qui produit le poulet localement ne peut pas compétir avec un poulet malade. Donc, quand tu produis le poulet localement, tu vas faire un produit qui te coûte par exemple 2 € en coût de revient. Donc, tu dois le vendre à 2,50 € par exemple, tu vas avoir une marge. Mais maintenant, la population a face à elle un poulet de 2,50 € qui est produit localement et un poulet de 1 €, de 2 € qui vient de Chine. Les gens vont te dire qu'ils n'ont pas les moyens. Ils préfèrent mourir en consommant le poulet de Chine parce qu'au moins, ils vont vivre quelques jours avant de mourir. Donc, du coup, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent le moins cher. Mais le moins cher, c'est la pire qualité possible. Conclusion, les importateurs combattent tout ce qu'ils veulent produire sur place. Ce qui se passe pour Dangote se passe dans tous les pays africains. Tous les pays africains. Partout où il y a des importateurs, ils combattent. Et ceux qui combattent Dangote aujourd'hui au Nigeria, ce sont en grande partie les importateurs. Il y a des hommes de paille, hein? Il y a des hommes de paille forcément, mais ce sont les importateurs. Parce qu'ils ne veulent pas que Dangote fasse fonctionner son usine. Parce que pour eux, ça voudrait dire game over. Game over. Voilà donc la réalité dont on ne parle pas. La malédiction des matières premières dans nos pays. Nous avons des économies artificielles. Artificielles. Dans lesquelles les Africains ne sont que des consommateurs qui enrichissent des producteurs qui sont ailleurs dans le monde entier. Les importations nous font énormément de mal. Voilà pourquoi l'industrie est salutaire dans nos pays. Voilà pourquoi vous devez venir à Back to Africa. Parce que cette année, nous allons expliquer comment contourner toutes ces choses-là. Bertin Tchofo, mon mentor, subit les mêmes choses au Cameroun. Et ce sera l'occasion d'en parler, de vous dire dans le détail le type de challenge qu'il rencontre au Cameroun qui est semblable à ce que Dangote rencontre. Quand vous voulez commencer à être un producteur local et que vous vous attaquez notamment à faire de l'import-substitution, c'est-à-dire que vous voulez substituer l'importation par la production locale, les importateurs vont se fâcher avec vous. Ils vont vous combattre. Le problème, c'est qu'ils sont là depuis longtemps, ils ont emmagasiné beaucoup d'argent, ils connaissent le système et ils sont puissants. Mais tout ça, ça se contourne. Et vous devez être à Back to Africa. Prenez votre place pour venir vous former, savoir comment tout ça marche, pour être aguerri à être des solutions alternatives réelles, afin que les Africains reprennent possession de leur continent. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Mais tant que nous ne dirigeons pas nos économies, on n'a pas compris où se cachent les vrais enjeux. Dangote est dans cette guerre-là et il va la gagner. Il va la gagner. Parce qu'il en a les outils, il en a les armes. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tout le monde devrait prendre conscience de ça et qu'on arrête de se vanter en disant on a du cobalt, on a de l'or, on a du manganèse, mais ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Tu ne sais même pas comment transformer ça. Tu n'en connais même pas la valeur. Mais ça, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo parce qu'il faut bien développer ce point pour que les Africains arrêtent d'idolâtrer la matière première. Très bientôt. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.